Bonjour Général Jean-Marc Vigilant, merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Mathilde. Bonjour Paul. Agathe sera bien évidemment de retour avec nous la semaine prochaine. Général Vigilant, vous avez mené des troupes lors de l'opération Chamal engagée contre Daesh en Irak et en Syrie avant de devenir directeur de l'école de guerre tout en passant par le plus haut niveau de l'OTAN aux États-Unis. Vous avez aussi été pilote de chasse, alors permettez-moi de paraphraser les mémoires de guerre du général de Gaulle. Vers l'Orient compliqué, on va tenter ce matin de voler avec des idées simples. Hier, à la télévision d'État iranienne, le présentateur a fondu en larmes. L'ayatollah Khamenei est mort en martyr. Le guide suprême est mort, comme 48 hauts dirigeants iraniens. Est-ce qu'on peut dire ce matin, sans galvauder les mots, qu'on vit une page d'histoire ? On vit absolument une page d'histoire. On a un moment de recomposition du paysage géopolitique au Moyen-Orient. L'opération conjointe américaine et israélienne visait à la décapitation du régime et c'est en cours. Donc les Iraniens s'y attendaient puisque les plus hautes autorités ont prévu des remplaçants, ils le disent comme ça. Ils ont prévu pour chacun des hauts dirigeants 2 ou 3 remplaçants parce qu'ils s'attendaient à mourir dans des frappes. Et ils se sont organisés pour la survie du régime. Et aujourd'hui, l'Iran est dans une fuite en avant pour garantir la survie du régime. Est-ce que ça veut dire que ce matin, Général Vigilant, vous considérez que cette intervention baptisée Fureur épique est une opération gagnante à ce stade pour les Américains et pour les Israéliens ? Vous savez, il est très facile de débuter une guerre. Il est beaucoup plus difficile d'arriver à ses objectifs politiques. Et aujourd'hui, les objectifs politiques des Israéliens me semblent clairs parce que l'Iran représentait une menace existentielle pour l'État d'Israël. L'Iran exprimait ouvertement sa volonté de détruire l'État d'Israël. Et donc Israël voulait supprimer cette menace à ses portes en détruisant l'appareil nucléaire, en détruisant l'appareil balistique des Iraniens, mais aussi en supprimant le régime ou en l'amenant en tout cas à changer son attitude vis-à-vis d'Israël. En ce qui concerne les Américains, les objectifs politiques sont un petit peu plus diffus parce que l'Iran ne représente pas une menace immédiate pour la sécurité des États-Unis et d'ailleurs, le président Trump, après avoir dit il y a quelques mois qu'il avait mené des frappes avec succès contre les installations nucléaires iraniennes, aujourd'hui dit qu'il y a encore une menace nucléaire pour justifier cette nouvelle opération. Menace balistique également. Et puis, en dernier ressort, le changement de régime, qui au départ n'était pas une volonté américaine et qui aujourd'hui est de plus en plus mis en avant. Et on parlera longuement du nucléaire dans la deuxième partie de cet entretien parce que le président Macron va aujourd'hui faire un discours sur le nucléaire et évidemment qui est rattrapé par l'actualité internationale. Il y a énormément d'informations qui nous parviennent. On apprend qu'une base anglaise à Chypre a été attaquée par un drone, qu'il y a des nouvelles explosions entendues à Dubaï, à Abu Dhabi, à Doha, à Manama, qu'une épaisse fumée noire s'élève actuellement au-dessus de l'ambassade des États-Unis au Koweït. Donc on a besoin de votre expertise. On commence par la réaction des Européens. Hier, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. Ça veut dire quoi, Général Vigilant ? Alors, ça veut dire que, et le président de la République l'a annoncé dans le Conseil de sécurité et de défense nationale hier soir, que la France et ses alliés prendront les mesures nécessaires pour renforcer leur posture et être en mesure d'accompagner les pays du Golfe avec lesquels nous avons des accords de défense, notamment les Émirats arabes unis. Ça veut dire et qui aujourd'hui sont attaqués. Ça veut dire qu'on peut être embarqués, nous, Européens, dans ce conflit malgré nous ? En fait, ce conflit, j'ai coutume de dire que c'est très facile de débuter une guerre. On ouvre une boîte de laquelle la violence sort. Il est très difficile de remettre la violence à l'intérieur de la boîte. Donc, on ne sait pas où va aller cette guerre. On voit bien que l'Iran, dans sa réponse, vise à impliquer un maximum des acteurs régionaux. Il s'en prend certes aux intérêts américains, mais les bases américaines qui sont dans des États souverains, en attaquant ces bases américaines, les Iraniens violent les espaces aériens et l'intégrité territoriale de ces pays. Pour qu'on comprenne bien ce qui est en train de se jouer dans cette escalade militaire, ça veut dire que si on mène des actions défensives, la France est en train de rentrer en guerre dans ce conflit au Moyen-Orient ? Alors, la priorité de la France, c'est d'abord de défendre ses ressortissants, c'est d'assurer leur protection et éventuellement leur rapatriement. Et ensuite, ce sera de mettre en place des mesures défensives pour respecter ces accords de défense avec les États dans la région. Maintenant, je ne suis pas dans le détail des planifications, mais ce qui est sûr, c'est que si les Iraniens attaquent également des installations françaises, comme ça a été le cas, eh bien la France est fondée à se défendre.
On apprend donc à l'instant qu'une base anglaise a été attaquée à Chypre. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être obligés quelque part de répondre? Est-ce que l'Angleterre va entrer en guerre forcément? Entrer en guerre, alors vous savez que depuis quelques décennies, on ne déclare plus la guerre comme du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Pour autant, les Britanniques sont déjà impliqués dans cette opération aux côtés des Américains dès le premier jour. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont subi une réponse iranienne sur leurs intérêts et sur leur sol, enfin sur leur base militaire à Chypre. Ils vont donc prendre des mesures pour au moins protéger leur base et faire en sorte, ou en tout cas contribuer d'une façon ou d'une autre, à la réduction du potentiel militaire iranien. Mais on voit là, dans ce qui vient de se passer au cours de ces 48 dernières heures, que l'Iran frappe un peu tous azimuts. Est-ce qu'on peut considérer que l'Iran a un quelconque intérêt à attaquer les Européens ou même à attaquer les Français ? Alors, je pense que l'Iran a fait un mauvais calcul en ciblant délibérément tous les pays du Golfe dans la région, et y compris les lieux Européens, touristiques. Parce qu'en fait, au lieu de créer un schisme en quelque sorte entre les Américains et les Israéliens d'un côté et puis les autres monarchies du Golfe, ils les ont rassemblés. Ils les ont rassemblés et ils ont créé une plus forte cohésion. Et du coup, l'Iran se retrouve très isolé, et en ciblant également les Européens, eh bien, elle va amener les Européens à se joindre à l'effort des Américains, des Israéliens et des pays du Golfe. Et au moins 31 morts au Liban. Le chef de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, affirme ce matin que les frappes contre le Hezbollah pourraient durer de nombreux jours. Quel est, pour vous, leur véritable objectif militaire ? Alors, l'objectif militaire du Hezbollah et de l'Iran, c'est d'augmenter le coût politique pour les Américains notamment, de l'intervention. Pardon ? Ça veut dire quoi, le coût politique ? Ça veut dire que si cette opération dure et qu'il y a des pertes américaines, eh bien, la population américaine soutiendra. Déjà, elle ne soutient pas cette opération, mais elle pourrait manifester son opposition à cette opération. Donc les Iraniens jouent l'opinion publique américaine. Au niveau du président américain. Ils veulent des images de cercueil pour que les Américains disent à Trump d'arrêter. Après, c'est la guerre. La guerre, c'est un choc des volontés. Et bien sûr, les Iraniens vont tout faire pour infliger un maximum de dommages aux Américains, aux Israéliens et aux monarchies du Golfe, et les amener à arrêter cette agression. Ils sont dans une démarche de survie, et ils sont prêts à faire feu de tout bois. Alors, Washington et Jérusalem promettent d'attaquer l'Iran aussi longtemps que nécessaire. Vous en parliez justement de la durée de cette campagne. Est-ce que vraiment ces interventions aériennes, pour le moment, peuvent s'éterniser? Est-ce que les belligérants actuels ont intérêt à ce que ce soit un conflit long ? Alors, je dirais que les Iraniens ont un intérêt à faire durer le conflit. C'est pour ça qu'ils mènent des frappes assez sporadiques, mais tout azimut. Ils gèrent un peu leur stock de munitions. En revanche, c'est un problème pour les Américains, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y avait une divergence de vue entre le Pentagone et puis la Maison-Blanche. Le général Kane, donc le chef d'état-major des armées américaines, et le ministre de la Défense étaient assez réticents sur l'ouverture d'une opération de grande ampleur, compte tenu de la justesse des stocks de munitions américains. Et Trump l'a fait quand même. Et Trump l'a fait quand même, mais il prend un risque en fait. Il prend un énorme risque parce que... il faut bien comprendre que les officiers généraux américains qui sont aujourd'hui en situation de responsabilité ont participé aux opérations en Irak en 2003. Ils étaient jeunes officiers. Le général Kane m'a dit, voilà, moi j'ai participé, j'ai largué des bombes sur Bagdad en 2003. Et il y est revenu 15 ans après. Et donc il a vu les conséquences de l'opération militaire américaine en 2003. Il a bien vu que le début de cette opération, qui devait durer que quelques semaines, eh bien 15 ans après, la situation n'était pas du tout satisfaisante. Pour renverser Saddam Hussein à l'époque. Il y a un parallèle pour vous entre les deux situations ? Pour moi, il y a un parallèle bien évident. Bush avait mis sur la table des faux arguments pour pouvoir déclencher cette opération en Irak et renverser le régime de Saddam Hussein. Trump, après avoir condamné ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, fait exactement la même chose. Est-ce que la prochaine étape pour les Américains, ça peut être une intervention avec des troupes au sol ? Je ne le pense pas parce que d'abord l'élongation logistique est terrible. Ensuite, l'Iran c'est un grand pays. L'Iran c'est 90 millions d'habitants. C'est une force armée de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc ils vont pas prendre ce risque. Ils l'ont vécu en Irak et ils en ont retenu la leçon qu'on ne renverse pas un régime et on n'exporte pas la démocratie avec une opération militaire. Donc ils ne déploieront pas de troupes au sol. Ce qui est très intéressant, c'est que quand Donald Trump ce matin parle d'une opération de 4 à 5 semaines, un gros mois, vous vous dites attention, son armée dit qu'il n'y a pas assez de munitions.
Exactement, c'est un vrai risque parce que les militaires américains pensent, enfin comme d'ailleurs le département de la guerre, ils pensent global. Et le compétiteur stratégique des États-Unis, c'est la Chine. Et donc les Américains ne veulent pas se retrouver démunis et ils considèrent que déjà leurs stocks ne sont pas suffisants pour soutenir un éventuel conflit majeur contre la Chine. Une partie de leurs armements et de leurs munitions sont envoyés en Ukraine, même si ce sont les Européens qui les achètent, mais enfin ce sont quand même des armements américains. Une autre partie de ces munitions servent aux Israéliens, parce que le bouclier israélien ne pourrait pas fonctionner sans un réapprovisionnement constant par les Américains. Donc ils n'ont pas de quoi tenir 4 semaines à 5 semaines Alors d'après vous. Je ne sais pas en ce qui concerne les chiffres, ce que je sais, c'est qu'ils ont une limite aussi. Et maintenant, quelle est la suite? On va écouter l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, invité sur France Info ce dimanche. Cette désescalade doit passer par un changement de régime ou un changement fondamental de conduite du régime. Une fois que ce régime sera remplacé ou bien sera suffisamment affaibli, la paix pourra être formée. Et ça sera le résultat de nos efforts. Il dialogue avec vous à distance, l'ambassadeur israélien. Vous dites, attention, Saddam Hussein, quand on l'a renversé, il n'y avait rien derrière. L'ambassadeur israélien, il dit, une fois que ce régime sera remplacé ou suffisamment affaibli, la paix pourra être formée. Vous y croyez, général ? Alors, je demande à le voir. J'espère qu'il a raison. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a certes une opération militaire, mais derrière, je ne suis pas sûr de voir le projet politique. Les opérations militaires sont là pour mettre en place les conditions pour une résolution politique du conflit. Simplement dire à une population sortez dans la rue, renversez votre gouvernement, je ne suis pas sûr que cela soit suffisant pour mettre en place une alternative crédible au régime dictatorial des mollahs. Il est 8h45 sur France Info. Nous avons énormément de questions à vous poser pour comprendre ce qui se passe là-bas, dans le Moyen-Orient et en Iran. Mais d'abord, il est 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Philippine Thibaudot. L'Iran annonce une attaque de missiles visant Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem-Est en Israël. 3e jour de la guerre entre Israéliens, Américains et Iraniens. L'armée israélienne a frappé cette nuit le Liban pour cibler le Hezbollah libanais, tuant au moins 31 personnes. Confirmation à Chypre, un drone iranien s'est bien écrasé sur une base britannique. L'UE se tient aux côtés des États membres face à toute menace, déclare la présidente de la Commission européenne. Le trafic maritime mondial paralysé, le détroit d'Ormuz, là où passent les cargaisons de pétrole, est désormais fermé. Conséquence, les prix du baril de pétrole flambent, plus 13%, soit plus de $80 à l'ouverture des marchés ce matin. Quelle transition pour le régime iranien après la mort d'Ali Khamenei? Donald Trump dit avoir 3 bons choix de candidats pour diriger l'Iran. En attendant, le président Massoud Pezeshkian est à la tête d'un conseil provisoire avec le chef du pouvoir judiciaire et un dignitaire religieux. Et puis en France, Aluminium Dunkerque, basé dans le Nord, entre en négociation exclusive avec Alba, industriel du Bahreïn, parmi les plus grandes fonderies d'Europe. Les deux groupes l'annoncent dans un communiqué. L'État français dit examiner avec la plus grande rigueur le rachat. France Info. Le 8h30 France Info. Paul Larouturou, Mathilde Siro. Nous sommes toujours ce matin avec le général Jean-Marc Vigilant. Vous êtes, on le rappelle, ancien directeur de l'école de guerre et on continue d'explorer avec vous évidemment les répercussions de ces frappes israélo-américaines en Iran et les représailles qui s'en suivent et de savoir jusqu'à quel point nous sommes, nous, directement exposés. L'une des questions qui se pose ce matin, c'est évidemment les répercussions sur la menace terroriste très directe en France. Est-ce que là, on peut dire ce matin que nous sommes plus exposés à cette menace? Alors, d'une façon générale, les crises internationales sont liées entre elles et il y a toujours un continuum entre ce qui se passe à l'extérieur de notre pays et ce qui se passe à l'intérieur. Donc bien évidemment, l'Iran a toujours utilisé ces techniques de terrorisme interne au pays qu'il désignait comme ennemi, et le risque n'est pas nul. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère de l'Intérieur a relevé les niveaux d'alerte en France et que nous mettons en place toutes les mesures possibles pour faire face à cette éventualité. Et je rappelle qu'un hangar de notre base navale mitoyenne de celle des Émiriens a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. C'est ce qu'a tweeté hier la ministre des Armées Catherine Vautrin, sans faire de blessés. Est-ce qu'on est directement, véritablement exposé, ou un peu moins que les Américains et les Britanniques? Nos bases, en tout cas dans le Golfe, et en particulier aux Émirats Arabes Unis, sont colocalisées avec les bases américaines, en tout cas en ce qui concerne la base aérienne. Donc on n'est pas forcément ciblé, nous.
On n'est pas forcément ciblé, nous, au départ, mais on peut être victime de dommages collatéraux, et c'est un petit peu le cas de ce qui s'est passé dans le port d'Abu Dhabi. Maintenant, nous sommes quand même dans le camp occidental. Nous avons déclaré que les gardes de la Révolution étaient une organisation terroriste, et nous soutenons le départ du gouvernement des Mollahs, en quelque sorte. Donc, bien évidemment, les Iraniens peuvent s'en prendre à nos intérêts aussi. On est dans le camp occidental, mais finalement, le président américain Donald Trump ne nous prévient pas quand il décide de frapper. C'était la déclaration d'Emmanuel Macron. Je vous propose de l'écouter samedi en ouverture du Conseil de défense. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. C'est étonnant ou ça vous paraît à peu près logique que dans ce cadre-là, ce contexte-là, il n'y ait pas quand même une communication en amont qui soit faite ? C'est étonnant, mais en même temps, ça traduit une certaine réalité. C'est-à-dire que, je dirais que le président américain, il est très conscient que les Européens, on partage l'objectif, qui est que les Mollahs arrêtent de martyriser leur population. On ne partage pas forcément la méthode. Comment c'est possible qu'il passe pas un coup de fil à ses alliés, au moins pour prévenir que ça va barder ? C'est quand même incroyable, non ? Le président Biden n'avait pas passé de coup de fil à ses alliés pour dire qu'il partait d'Afghanistan. Donc c'est pas que Trump, c'est les Américains en général. C'est pas nouveau. Je veux dire, les Américains font ce qu'ils ont à faire, et quand ils ont un intérêt à impliquer les Européens, ils leur parlent. S'ils n'ont pas d'intérêt, ou si c'est pour s'entendre dire qu'il ne faut pas le faire, ils prennent même pas la peine de nous prévenir. Ce matin, nos confrères de CNN diffusent des images de propagande du régime iranien qui montrent des tunnels, on ne sait pas exactement où, mais on voit des dizaines, voire des centaines de drones prêts à frapper. Est-ce que la France, les Européens ou les Américains, est-ce qu'on est prêts à empêcher ces drones de frapper ? Parce que c'est la guerre des drones qu'on vit là. C'est pas la guerre des drones. Des drones, c'est qu'un outil militaire en plus dans la panoplie des armées. Oui, mais quand même, les Américains ont aussi massivement utilisé des drones à usage unique. Ils n'avaient jamais autant fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on parle beaucoup de drones, mais le drone, c'est juste la traduction de la robotisation du champ de bataille. Voilà, c'est une arme de plus dans la panoplie des armées. Maintenant, dans les opérations militaires, on considère toujours que l'adversaire on le considère comme un système, et on va chercher à détruire ses capacités militaires, ses infrastructures, ses éléments essentiels tels que l'énergie, etc., pour atteindre les centres de pouvoir. Et il se trouve que les Américains et les Israéliens ont une opportunité de décapiter le pouvoir dès le début des opérations grâce à du renseignement. On appelle ça un renseignement en time sensitive sur une cible qui était très sensible d'un point de vue temps, savoir où allait être cette cible exactement et à quel moment, ce qui a permis de mener des frappes pour décapiter le pouvoir. C'est une opportunité assez exceptionnelle, mais pour autant, ça n'enlève pas l'aspect très systématique de la campagne aérienne pour détruire toutes les capacités militaires de l'adversaire. Est-ce que cette méthode, est-ce que ce retour du recours à la force montre une fois de plus que le grand perdant dans ces opérations, c'est le droit international, le cadre onusien? On voit bien que là, encore une fois, l'ONU est complètement dépassée par ce qui se passe. Oui, enfin, ça traduit juste la réalité du retour, du rapport de force dans les relations internationales. Je dirais presque un retour à la normale. En fait, on n'en est pas conscient, mais la période de paix que nous avons vécue, en Europe en particulier, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 80 ans, c'est la plus longue période de paix en Europe depuis la fin de l'Empire romain. Donc, auparavant, chaque génération d'Européens connaissait la guerre sur son sol. Donc aujourd'hui, on est très choqué par ça. Mais c'est juste un retour à la normale. Et le droit international, il est certes défié, mais pour pouvoir l'imposer, il faut être fort. Et donc, la responsabilité des Européens, qui sont peut-être le phare de la démocratie dans le monde aujourd'hui, eh bien, c'est de devenir à nouveau une puissance pour faire respecter le droit international. C'est intéressant, votre perspective historique. Depuis l'Empire romain, disiez-vous, les Romains n'avaient pas de pétrole. Nous, on va avoir un problème. Les Iraniens ferment le si important détroit d'Ormuz par lequel transitent les bateaux chargés d'essence. Selon l'Armada de France, 60 bateaux français sont d'ores et déjà bloqués dans le Golfe. Est-ce qu'il faut s'attendre tout simplement à une grosse augmentation du prix de l'essence à la pompe ? Il y a de fortes probabilités qu'il y ait un choc pétrolier à un certain niveau, bien évidemment. On a entendu sur France Info qu'une grande banderole Iran vie liberté avec Reza Pahlavi ouvrait la manifestation des Iraniens à Paris hier. Est-ce que le fils du chat, fortement poussé par les Occidentaux, va réussir à faire oublier que son père était un dictateur sanguinaire ? Alors je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il est toujours très difficile pour un leader,
politique de revenir, après plusieurs années d'exil, de revenir dans son pays et d'être reconnu comme le dirigeant légitime dans ce pays. Je souhaite que ça marche, mais je n'en suis pas sûr. Alors, le président français, général Vigilant, se rend aujourd'hui sur la base opérationnelle de l'île Longue, dans le Finistère. Il va y prononcer un discours sur la dissuasion nucléaire, un discours qui est attendu de longue date, qui a été d'ailleurs plusieurs fois reporté et qui intervient cette fois-ci dans un contexte complètement inédit d'escalade militaire. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette actualisation de notre doctrine militaire, nucléaire notamment? Est-ce que c'est nécessaire d'en passer par là? Alors, c'est nécessaire et c'est une spécificité française parce que plusieurs choses. D'abord, la dissuasion nucléaire, sa crédibilité repose sur trois facteurs. Le premier, c'est la crédibilité politique. Et justement, cette crédibilité politique s'exprime par la volonté, la détermination affichée du pouvoir politique de protéger les intérêts vitaux de la nation. C'est quoi les intérêts vitaux, justement? C'est une bonne question, mais je vous propose d'y revenir après. Okay. Donc les Français, les présidents français, dans chacune de leurs mandatures, font un grand discours fondateur exprimant la doctrine nucléaire française au monde. Voilà. Le deuxième facteur de crédibilité, c'est la crédibilité opérationnelle. Et donc, depuis les années 60, nous avons des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont en patrouille permanente et qui laissent peser une menace sur tout adversaire qui s'en prendrait à nos intérêts vitaux. Et puis enfin, nous avons cette crédibilité industrielle, technologique et scientifique qui garantit que nous sommes capables de construire nous-mêmes nos armes en toute souveraineté. On sait que Emmanuel Macron veut explorer la dimension européenne de notre dissuasion nucléaire. Est-ce qu'il a raison d'aller sur ce terrain-là, ou est-ce que c'est quand même un peu trop sensible de se dire qu'on va partager la sécurité que nous apporte la bombe nucléaire aux autres pays européens? Ou finalement, est-ce que c'est déjà le cas? Il n'est pas question de partage plus que ce qui se fait aujourd'hui. Et cette dimension européenne de notre dissuasion nucléaire était déjà exprimée par le président Pompidou en 1966. Il disait que l'indépendance, renforce la solidarité. Il disait même plus, il disait, elle crée cette solidarité. Et donc, on n'imagine pas aujourd'hui une France complètement isolée du reste du continent européen, et avec ses voisins qui seraient attaqués et dont la survie serait en danger, alors que nous-mêmes, nous ne serions pas en danger. Donc c'est ça qui s'exprime dans notre doctrine nucléaire, et c'est ce que les présidents français ont tous exprimé depuis Pompidou jusqu'à aujourd'hui. Le nucléaire ne se partage pas? Pour autant, la décision d'emploi de l'arme nucléaire ne se partage absolument pas. Et ça, c'est un facteur de la crédibilité. Le lien est direct entre le président de la République, élu au suffrage universel, et les commandants de sous-marins. Et donc, à partir de là, on ne peut pas imaginer un Conseil européen qui déciderait de l'emploi de l'arme française. Il ne s'agit absolument pas de ça. Et c'est pour ça que l'emploi du terme « partage de la dissuasion nucléaire » est un mauvais terme. Merci. Il est l'heure, 8h56 et 41 secondes sur France Info. C'est l'heure de ce que certains l'attendent. C'est la question qui. Aujourd'hui, la question qui prend l'ascenseur social. Général Vigilant, vous êtes issu d'un milieu modeste en Martinique, mère infirmière, père sous-officier, et vous dites souvent, l'armée reste l'un des derniers ascenseurs sociaux réels en France. Que dites-vous ce matin à un jeune qui hésiterait à s'engager dans l'armée? Je dirais que s'engager dans l'armée française, d'abord c'est un choix. C'est un choix conscient et c'est surtout une opportunité de servir une cause qui est beaucoup plus grande que soi-même. Contribuer à la défense de son pays. Et les armées françaises, terre, air ou mer, et même la gendarmerie qui est une force militaire, c'est un endroit où on apprend la force du collectif, où on apprend la cohésion, le dépassement de soi. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui doit irriguer notre société, parce que ce dont nous avons besoin dans cet environnement géopolitique très incertain, c'est de force morale et c'est de cohésion de la nation. Et justement, pour renforcer cette cohésion, on a bien vu que le gouvernement cherchait à créer un nouveau service national, volontaire pour le moment. Pour vous, ça va dans le bon sens, justement, pour plus de cohésion, pour permettre de faire vivre la notion d'engagement de nos jeunes? Oui, ça va dans le bon sens. Maintenant, la vocation de ce service national, c'est aussi de renforcer nos armées, qui sont quand même à une taille minimale, et donc c'est d'acculturer un plus grand nombre de jeunes aux faits militaires. Pour autant, la force morale d'une nation, et j'aime à rappeler que si ce sont les armées qui gagnent les batailles, ce sont les nations qui gagnent les guerres. Et donc, pour pouvoir défendre notre nation, l'action de chacun est essentielle.
quel que soit son métier. Il n'y a pas que les militaires qui contribuent à la défense de la nation. Les gens qui s'occupent de produire de l'énergie, ceux qui s'occupent de l'agriculture pour nourrir la population. Enfin, tout le monde est important, tout le monde a un rôle. Merci infiniment, Général Jean-Marc Vigilant, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Mathilde. Merci On Paul. se dit à demain. À demain. Restez bien avec nous dans un instant dans Les Informés, présentés ce matin par Bol Barcelone. À tout de suite sur France Info.